Nous sommes de retour et je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Commission des partenaires du marché du travail. Bonjour. Vous avez 10 minutes pour votre exposé. À 1 minute de la fin, je vais vous faire un signe pour vous inviter à conclure. Et je vous invite à tout d'abord vous présenter. Allez-y. Merci. Alors, Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole. Et je suis accompagnée à ma gauche par Michèle Houpert, qui est directrice du secrétariat de la Commission. Alors, merci à la Commission de nous accueillir. Merci, Madame la Présidente, ainsi qu'à ses membres. Rapidement, donc, la Commission des partenaires du marché du travail, c'est un organisme qui a plus de 20 ans maintenant. C'est la seule instance nationale parmi les organismes publics du Québec qui réunit les forces vives du marché du travail. Vous avez en annexe de notre mémoire la composition des membres de la Commission. Donc, vous avez représenté évidemment les gens du secteur de la main-d'œuvre, des employeurs, la voix des réseaux de l'éducation du Québec et des groupes communautaires qui agissent en emploi. Et pour faire son travail, la Commission, elle s'appuie sur un réseau important, 29 comités sectoriels qui réunissent des employeurs, des syndicats, des gens qui sont actifs dans ces secteurs d'activité, 17 conseils régionaux à travers le Québec et 7 comités consultatifs qui ont pour mission d'aider le ministre de l'Emploi et la Commission à avoir des stratégies gagnantes pour intégrer des groupes sous-représentés en emploi, dont les immigrants, bien sûr. Et le Conseil emploi métropole, qui est un organisme territorial, donc qui rassemble les forces vives du Montréal métropolitain. Vous avez entendu certains de ses membres à cette commission, donc qui porte un regard sur le marché du travail du Montréal métropolitain. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans les recommandations, ce que vous avez retrouvé dans le mémoire, s'appuie sur un travail qu'on a fait collectif de co-création avec évidemment l'Assemblée délibérante, mais aussi le Comité consultatif en immigration, de même que le Conseil emploi métropole. Donc, pour avoir écouté les interventions précédentes, je me suis dit qu'on vous avait quand même bien nourri sur le contexte du marché du travail, mais je vais me permettre quelques commentaires avant d'arriver à nos recommandations pour vous dire que, d'abord, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, dans la dernière année en particulier, on a beaucoup amélioré nos outils pour essayer de comprendre les enjeux du marché du travail. Donc, à ce moment-ci, avec les équipes d'Emploi Québec, avec les différents ministères qui participent avec la CPMT à comprendre les enjeux du marché du travail, on a été en mesure d'identifier les besoins pour les 10 prochaines années à 1,4 million de nouvelles personnes qu'on aura besoin pour remplacer et remplir les nouveaux emplois. On a aussi été en mesure, avec la liste des 500 professions, de qualifier la situation régionale de ces différentes professions-là à travers le territoire du Québec. Bien sûr, il y a des choses qui sont bonifiables, on va vous en parler dans nos recommandations, mais c'est pour vous dire que on améliore et on sait, et les gens vous en ont parlé, ils ont beaucoup utilisé et référé à ces documents-là qu'on a été capable de mettre au jeu dans la dernière année. Et d'ailleurs, le gouvernement en place a posé plusieurs gestes en tenant compte de ces informations-là qu'on a pu mettre au jeu. Et face à cette situation-là, qui est en même temps positive parce que le Québec vit une période économique qui est une belle période, on a évidemment des défis, voire des opportunités. Il y a plusieurs leviers qui peuvent nous permettre de remédier à cet enjeu-là, pas seulement le recours à l'immigration, bien sûr. Parmi celles-ci, vous les connaissez, évidemment, l'intégration des nouvelles technologies, le recours à des groupes sous-représentés. D'ailleurs, on améliore tous les indicateurs de l'emploi en ce moment au Québec. C'est historique quand on y porte attention. Puis, bien évidemment, miser sur le développement des compétences de notre main-d'œuvre active parce qu'on aura besoin qu'elle soit prête à accompagner les changements qui sont en marche. Au niveau de l'immigration, on a pris soin dans notre mémoire de vous rappeler aussi, on a essayé de faire la synthèse de ce qu'on sait qui est en ce moment des défis pour nos employeurs. Nos entreprises sont en mode à s'adapter à ce nouveau marché du travail-là. Elles ont des défis pour y arriver. Et en regard de l'immigration, on a essayé de faire la synthèse, on vous en a parlé. Il y a des difficultés, des lourdeurs, des longueurs, des coûts, des difficultés aussi à intégrer au sein de leur milieu de travail des groupes qui n'avaient pas l'habitude de l'aide, de développer des outils pour s'adapter, pour adapter leur main-d'œuvre, leur nouvelle main-d'œuvre. Et même chose, évidemment, du côté des immigrants.
c'est un vaste projet que de décider d'aller vivre dans un autre pays. Alors, les immigrants rencontrent aussi, les immigrantes, leurs défis quand elles arrivent au Québec et on a tenté de le résumer. Il ne faut pas négliger que c'est également une occasion d'amélioration pour l'offre de services gouvernementales et pour les organismes qui travaillent sur le terrain à accompagner l'accueil et l'intégration du marché du travail des immigrants. Donc, sans aller dans le détail, on voulait simplement mettre en contexte et vous dire que du point de vue de la CPMT, il y a quand même un constat qu'on sait des choses et que les gens sont en marche pour relever les défis et que plusieurs gestes ont été posés dans la dernière année pour y remédier. Donc, sommairement, en regard de la première orientation qui est soumise à l'étude de cette commission, la CPMT est d'accord avec une augmentation graduelle, évidemment, du nombre de personnes immigrantes pour combler les besoins dans le contexte actuel. Sans s'être entendu sur un nombre précis, la fourchette la plus élevée est apparue celle qu'on recommande à la commission de retenir. Et peut-être que vous l'aviez entendu, on a des membres de la commission qui sont venus vous rencontrer pour vous parler, certains, d'une cible de 60 000 plutôt que de la fourchette qui est proposée jusqu'à 52 000. Et ça vient appuyer une recommandation qu'on fait à la commission, donc de continuer d'améliorer nos outils pour mieux comprendre en termes quantitatifs, régionalement, globalement, c'est quoi l'écart entre l'offre et la demande dans nos différents métiers et professions qui sont les plus importants, puis qu'on essaie d'être plus précis sur le nombre d'immigrants qu'on espère trouver en comprenant mieux les causes de ces déficits-là. Donc, la recommandation qu'on fait, c'est de continuer à avoir une vue évolutive des besoins qu'a le Québec en ce moment à travers toutes ces régions en termes de métiers et professions et de façon plus spécifique en termes de cibles qu'on pourrait avoir pour les immigrants et de partager cette vue-là pour être capable de la mettre au jeu et essayer de converger et de partager l'information pour s'entendre sur ce qui est un besoin collectif. Évidemment, ce qu'on souhaite aussi, c'est ce qu'on propose à la commission d'envisager, c'est peut-être la construction d'un tableau de bord qui miserait sur des informations stratégiques communes et publiques qui nous permettraient de mieux comprendre d'une part nos besoins, mais aussi d'avoir une mesure d'impact de notre capacité d'accueil à travers, par exemple, l'offre de services qui est offerte sur tout le territoire, de mieux comprendre s'il y a des enjeux aussi au niveau des infrastructures d'accueil et d'avoir des mesures communes de nos enjeux d'intégration pour faciliter la conversation puis être capable d'être en amélioration continue sur l'offre de services gouvernementale. Donc, sur la deuxième orientation, vous avez pu en prendre connaissance. Évidemment que la Commission appuie la proposition d'augmenter à 65 % d'ici 2022 la part de l'immigration économique. D'ailleurs, je prends soin de vous dire que mon propos au nom de la Commission vise exclusivement l'immigration économique. Considérant la mission de la Commission, on s'est vraiment concentré seulement sur ce volet-là avec les membres de la Commission des partenaires. Au niveau de la troisième orientation qui pose la question, est-ce qu'on devrait miser sur la sélection permanente des travailleurs étrangers, de l'expérience, parce qu'on n'a pas documenté cet aspect-là, mais des échanges et de l'expertise des gens de terrain qui alimentent la CPMT, il semble que ce puisse être positif de viser le fait de miser plutôt sur les travailleurs étrangers temporaires qui souhaitent peut-être faire un passage permanent, puisque ces gens-là ont une expérience, sont présents sur le territoire, donc offrent des conditions de succès potentielles pour s'intégrer au marché du travail. Au niveau de la quatrième orientation, qui est de tenir compte des besoins court terme pour être capable de choisir les immigrants en provenance du programme régulier des travailleurs qualifiés, on pense que l'objectif est noble, mais évidemment qu'à ce moment-ci, on évalue à peu près entre 18 et 36 mois le délai. Ce délai-là est aussi lié à des délais de traitement au niveau du gouvernement fédéral. Donc, ce qu'on suggère à la Commission, c'est bien sûr de tenter de tenir davantage compte des besoins court terme, mais toutefois, on pense que les délais actuels, on pourrait les réduire certainement, vont
peut-être davantage permettre de répondre à des moyens, à des besoins à moyen terme, et qu'il faut continuer les efforts avec le gouvernement fédéral. La CPMT a appuyé fortement le ministre de l'Immigration et de l'Emploi dans la dernière année dans les efforts pour trouver des allègements et essayer de bien cerner la situation que vit le Québec au Canada en ce moment. Il reste 1 minute. Yes. Donc, j'accélère. Pour la 5e orientation, qui est d'accélérer l'arrivée des personnes immigrantes dans la catégorie migration économique, évidemment, on est favorable. Et encore une fois, on dit que ça nécessite probablement des efforts continus dans les négociations avec le fédéral, puisqu'on dépend également des délais du côté fédéral. Et la 6e, d'appuyer le recrutement des employeurs en région. Pour nous, ça semble également un incontournable. On a pris soin de... Pour chacune des orientations qui nécessitent de dessiner des nouveaux services ou des programmes, on a pris soin de recommander à la Commission que ces programmes-là soient construits autour du parcours des immigrants et des entreprises quand il s'agit de s'adresser à eux, plutôt que des responsabilités peut-être des ministères ou des organismes, de manière à s'assurer qu'on ait l'impact recherché d'aider le Québec à traverser cette période de prospérité alors qu'on a un enjeu de rareté. Merci. Très bien, merci. Madame Murray. Alors, nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame Murray, Madame Houpert, bonjour. Merci pour votre présentation de votre mémoire. À la page 4 du mémoire, je lisais 1,4 million d'emplois seront à pourvoir entre 2017 et 2026, dont plus de 80% résulteront de la demande de remplacement générée surtout par les départs à la retraite. Et là, la nouvelle offre de main-d'œuvre proviendra des jeunes actuellement aux études, 54%, de la future population immigrante, 22%, de la hausse du taux d'activité des personnes âgées de 15 à 64 ans, 12%. Ensuite, des personnes de 65 ans ou plus qui resteront plus longtemps sur le marché du travail, 7%, et des personnes en chômage qui intégreront le marché du travail, dont les personnes immigrantes et les personnes handicapées, 4%. Quand on lit la note de bas de page, on voit que à la note 5, on dit « Le modèle tenait compte d'un volume d'environ 50 000 personnes immigrantes admises au Québec par année. » Alors, on dit 22% des besoins du marché du travail vont être comblés par les personnes immigrantes, oui, sur un seuil de 50 000. Alors, moi, ce que je constate avec les orientations proposées par le gouvernement, on n'est pas très loin du 50 000. Alors, je constate qu'avec les seuils qui sont au jeu présentement, bon, on est dans la cible fixée par ce qui est dit par la CPMT. CPMT. Vous n'êtes pas le seul. Oui, justement. Alors, oui, on est dans le cadre des projections pour répondre aux besoins du marché du travail. En fait, l'information qu'on a la plus précise et la plus à jour en ce moment, évidemment, il peut y avoir différentes méthodes puis différentes façons de calculer. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont présenté une façon de voir, puis c'est la richesse d'avoir une commission parlementaire puis d'avoir différents points de vue. Mais du point de vue de la CPMT, avec les outils avec lesquels on travaille, c'est les hypothèses qui reposent sur les évaluations qui ont été faites. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de consensus sur le nombre à la commission. On n'a pas convergé vers un nombre précis, mais ce qui était certain, c'est que tout le monde s'entendait pour dire qu'il fallait être dans la palette maximale, la fourchette maximale de ce que le gouvernement proposait. Et surtout, il fallait continuer de gagner en espace positif pour mieux accueillir et intégrer et choisir. Donc, pour la commission, quand vous réunissez les dirigeants patronaux, syndicaux, du communautaire en emploi et de l'éducation, ce que je peux traduire de cette conversation-là, c'est qu'on est davantage à dire, oui, le nombre est important, on ne peut pas nier les enjeux. Écoutez, j'ai fait le tour des comités sectoriels dans la dernière année. Chaque comité sectoriel qu'on rencontre, c'est la priorité numéro 1. Vous parlez avec les GRAP et les créneaux accords du Québec, c'est la première priorité au cœur de leur vision stratégique. Mais à la commission, ce qui ressort, c'est qu'on a encore de l'espace pour s'améliorer, pour mieux choisir, mieux accueillir, mieux intégrer. Donc, allons avec la fourchette maximale si on ne convient pas d'un nombre précis, appuyé sur les études qui sont disponibles et misons sur des stratégies d'accueil et d'intégration puis des programmes qui vont répondre aux besoins pour nous permettre de relever le défi. C'est intéressant ce que vous dites parce que à la table, justement, vous avez, dans le fond, les 2, 3, 4
côté, si on peut dire, dans le fond, des gens qui proviennent de tous les milieux. Ouais. Puis justement, ils ne sont pas capables de s'entendre sur un seuil précis, mais en fonction des chiffres qu'on a, on est, comme on dit, sur la cible. En fonction des études établies pour assurer de répondre aux besoins du marché du travail. Mais j'en suis beaucoup sur le fait de s'assurer que chaque personne qui choisit le Québec puisse occuper un emploi à la hauteur de ses compétences, puisse répondre à ce à quoi on attendait, on s'attendait là aussi. Alors, le parcours d'accompagnement personnalisé, il est là pour ça, justement, pour faire en sorte que les personnes immigrantes soient accompagnées tout au long du processus, puis on améliore les choses qui étaient faites, mais surtout, le ministère de l'Immigration retrouve sa place centrale par rapport aux personnes immigrantes au niveau de l'intégration. Une question sur le PTET. On est en discussion avec le gouvernement fédéral pour avoir des assouplissements. Oui. Là, je pense que votre organisation, elle souhaite également des assouplissements de la part du gouvernement fédéral. Oui. Puis, pourquoi vous voulez ces assouplissements-là? Puis, c'est quoi les conséquences à ne pas avoir ces assouplissements-là pour vos membres? En fait, le raisonnement de la Commission à cet égard-là, c'est qu'en ce moment, on a besoin de maximiser tous les leviers qui sont à la disponibilité pour répondre aux besoins du marché du travail. Je le disais d'entrée de jeu, l'immigration, évidemment, est un volet. Il y a d'autres aspects qu'on regarde à la Commission. On ne regarde pas juste l'immigration. Mais au niveau de l'immigration, évidemment, chacun des leviers disponibles ont fait l'objet d'un examen et le fait d'accueillir des travailleurs étrangers temporaires et des travailleurs économiques fait partie, évidemment, des leviers qu'on veut parfaire pour répondre. Au niveau du PTET, effectivement, je pense que la position, elle a été commune de dire, bien, sans compromettre le droit des travailleurs-travailleuses qui arrivent au Québec dans un statut temporaire, il faut trouver une façon d'alléger et d'adapter les normes en ce moment du programme pour permettre une meilleure adéquation avec les besoins. J'entendais, je crois que c'est Olimel qui est venu vous parler de l'enjeu du plafond de 10 % par entreprise, qui est un des enjeux importants, des coûts qui sont associés, de la longueur administrative et du dédoublement de production d'études sur le marché du travail qui est à faire. Donc, effectivement, la Commission a donc appuyé les efforts du gouvernement pour essayer d'obtenir des allègements, tout en restant cohérente puis en disant mais il faut aussi améliorer les autres leviers puis voir s'il n'y a pas d'autres programmes qui pourraient aussi nous aider à améliorer la situation. Et sur la question du 10 % pour le programme de travailleurs étrangers temporaires, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que pour les PME, le 10 % il est très important parce que quand c'est des petites entreprises, ils ont un moins grand nombre de travailleurs, donc ça impacte d'autant plus pour l'entreprise. Les grandes entreprises aussi, ça a un impact important, mais ce que je veux dire, sur la masse critique du nombre d'employés, ça fait véritablement une différence. Au niveau du marché du travail, souvent, et on a eu la Chambre de commerce Montréal métropolitain qui est venue. On a eu des gens qui sont venus davantage de régions aussi. Comment est-ce qu'on réconcilie tout ça, les besoins de main-d'œuvre en fonction de Montréal versus les régions, par rapport au seuil aussi? Parce qu'il y a une grande concentration des personnes immigrantes dans la région de Montréal. Ouais. Notre désir, nous, c'est d'assurer une plus grande régionalisation. Mais comment on s'assure aussi de ne pas freiner la croissance dans la région métropolitaine de Montréal non plus? Comment je pense que Merci, Mme la Présidente. Donc, je pense que le défi, en fait, pour le Québec, c'est notamment d'essayer d'avoir une approche collaborative, plus qu'on ne l'a jamais eu, entre nos différentes tensions qu'on rencontre en ce moment dans le marché du travail. Donc, évidemment, je pense qu'on peut pas avoir laissé aller la métropole ou se mettre dans une dynamique où les régions viennent à Montréal voler les immigrants. Tu sais, on pourrait avoir des images. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Les besoins sont pas les mêmes. Je pense que c'est important de continuer de raffiner. Quand même, à Montréal, on a une concentration de certains secteurs d'activité qui sont pas nécessairement les mêmes qu'en région. Donc, il faut qu'on continue d'avoir une bonne information puis qu'on utilise les leviers comme on le peut
à travers les programmes, à savoir, on sait qu'il y a des programmes qui nous aident plus que d'autres à inviter les immigrants à venir en région, notamment quand c'est lié à une offre d'emploi. Puis sinon, il faut qu'on crée en région un écosystème qui va permettre un accueil de l'immigration et aussi qu'on soit capable d'informer les immigrants qu'on a des besoins et qu'ils sont disponibles, les emplois en région. Donc, je pense qu'en améliorant notre façon de comprendre nos besoins, de communiquer ces besoins-là aux immigrants, parce que je reviens avec cette idée-là, on est dans une dynamique où le Québec en a besoin, mais il faut aussi donc leur donner la chance de bien comprendre ce dont on a besoin et les avantages qu'ils vont retrouver à se retrouver en région et ou dans les grands centres. Ils ont aussi des aspirations, évidemment, comme les autres travailleurs et travailleuses du Québec. Mais je pense que l'espace, l'écosystème en région devient aussi un levier important. Sur la question de la francisation, la FTQ, tout à l'heure, nous disait, oui. Écoutez, c'est possible d'utiliser les programmes de la CPMT. Oui. En quoi consistent ces programmes-là? De quelle façon ça fonctionne? Oui. En fait, le programme il y a 2 programmes à la CPMT. En fait, on vient de les réunir, mais à travers le fonds du 1 % qui, je vous le rappelle, est le fruit essentiellement des cotisations des employeurs qui ont une certaine masse salariale, on est capable de financer la francisation pour les individus, mais on administre aussi le programme pour donner de l'argent à des promoteurs collectifs qui veulent agir en entreprise pour organiser des cohortes et former des travailleurs-travailleuses qui ont besoin d'être francisés. Donc, il y a les 2 volets qui sont possibles. Juste pour clarifier pour les membres de la commission, oui. Le fonds du 1 % c'est quoi? En quoi? En fait, c'est le fonds de développement des compétences et de reconnaissance des compétences. Donc, c'est le fonds qui a été dicté en 97, je crois, si on me demande de faire l'historique. Je suis une jeune présidente, pas jeune, mais une jeune présidente. Et donc, c'est un fonds qui est financé à même essentiellement la cotisation des entreprises, mais maintenant, le gouvernement du Québec compense le fait qu'on a changé le niveau de financement auprès des entreprises. Donc, il y a aussi des crédits budgétaires du gouvernement qui sont dédiés à des programmes spécifiques. Il y a 7 programmes, donc c'est un fonds qui a environ 70 millions de dollars par année qui sont investis exclusivement pour le développement des compétences de la main-d'œuvre qui est en emploi. Donc, le focus est vraiment de s'assurer que le Québec et les entreprises ont mis sur l'évolution des compétences des gens qui sont en emploi au Québec. Et donc, il y a une partie qui est utilisée depuis quelques années pour aussi accompagner les immigrants. D'ailleurs, on a renforcé, le ministre de l'Emploi a accepté une recommandation récente de la CPMT de renforcer ce programme de francisation-là. On a augmenté les fonds qui y sont dédiés pour être capable d'être présent à côté du ministère de l'Emploi, du Midi et de l'Éducation, parce qu'on est plusieurs joueurs sur la patinoire de la francisation, donc pour être capable de bien faire les choses, mais en entreprise. Parfait. Je vous remercie pour la présentation du mémoire. Je pense que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Merci. Le député de Chauveau désire prendre la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Mme Murray, toujours un plaisir de vous retrouver. Oui. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer à quelques reprises. Oui. Et je voudrais avoir votre avis. Évidemment, avec plusieurs de vos membres sont venus nous faire des présentations. Puis je pense que la Commission des partenaires du marché du travail peut jouer un rôle clé. Justement, vous unissez beaucoup de gens. Et votre vision n'est pas corporatiste dans le sens que vous représentez autant les employeurs que les personnes immigrantes, que le milieu de l'éducation, que le milieu communautaire. En ce sens-là, c'est très intéressant. Et j'aimerais avoir votre avis de la perception de vos membres sur le fameux parcours personnalisé que le ministre a annoncé récemment. Au-delà des fameux débats qu'on a sur les quotas, là, sur le nombre qu'on devrait accueillir, c'est-tu 40 000, c'est-tu 42 000, il y en a qui vont jusqu'à 100 000 dans certains cas. C'est pas facile d'établir vraiment le nombre. Et prendre le temps de bien établir le nombre qu'on a besoin, ça va évoluer avec le temps aussi, on le sait. Et par contre, ce qui ne change pas, c'est la façon d'accueillir notre monde. On doit améliorer ça si on veut les garder chez nous, si on veut les garder en région,
Quelle est votre lecture du parcours personnalisé? Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce qu'on peut continuer à l'améliorer? Avez-vous des suggestions à nous faire à ce niveau-là? Bien, en fait, je pense de façon générale, le parcours, il est apprécié. Il a été souligné comme étant un geste important du gouvernement. Donc, pour la CPMT, pour les membres de la CPMT, je pense que cette approche, cet engagement-là est très bien accueilli. Évidemment, j'ai pas eu une conversation approfondie, puis on est au début du déploiement de ce parcours personnalisé, mais disons de ce qu'on peut déjà lire dans les avis qui ont été fournis, par exemple, par le Comité consultatif en immigration, mais aussi par d'autres comités pour des groupes sous-représentés. Je reviens avec le fait que dans les politiques publiques, en ce moment, dans le monde, il y a des pratiques innovantes pour construire des programmes et des services gouvernementaux qui vont mettre les personnes qui vont les utiliser au cœur de ces processus-là. Et je pense que s'il y a un élément qu'on a tenté de soulever, puis je profite de votre question pour le réitérer à cette commission, c'est que ce que le gouvernement est en train de faire est très important pour la prospérité du Québec, pour la santé aussi collective du Québec. On a besoin de bien accueillir nos immigrants. On a besoin aussi de s'assurer que dans les milieux de travail, les équipes de travail comprennent bien ce qui est en train de se passer, que ça se passe bien, ce contact-là, entre les immigrants et le personnel dans les entreprises, que nos gestionnaires soient bien équipés pour faire ce travail-là, que nos entreprises se sentent à l'aise de le faire. Donc, je pense que le parcours personnalisé va être un succès dans la mesure où on s'assure de bien positionner les gens qui vont en bénéficier au cœur de la façon dont on va le construire et aussi qu'on se donne des repères, des indicateurs d'impact pour être en amélioration continue. Quitte à se donner des nouveaux moyens, des cellules d'innovation, des façons différentes de bâtir et d'évaluer nos façons de faire. Parce qu'en ce moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une complexité dans l'offre de service. Parce que cette offre de service-là, elle a été construite autour des responsabilités ministérielles ou d'organisations des différents groupes qui interviennent, que ce soit les municipalités ou les différents organismes. Et à cet égard-là, on a une occasion, je pense, importante de mettre à niveau la façon dont on s'y prend. Il reste 30 secondes au bloc d'échange. Je vais vous parler de régionalisation très rapidement. C'est inégal. On voit des groupes qui sont prêts à en accueillir plus, qui disent à certaines régions, amenez-en, on est prêt à les prendre. Dans d'autres régions, c'est inégal. Vous avez des comités sectoriels dans chacune des régions. Est-ce qu'on est capable de régionaliser vraiment dans l'ensemble des régions du Québec? Bien, en fait, dans notre mémoire, brièvement, quelques secondes. Oui, on vous a mis en annexe un exemple de parcours de francisation qui s'est fait en agriculture. Ça les comités sectoriels sont des leviers pour accompagner la régionalisation, assurément. Merci. Ça me fait un bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Nous sommes rendus au parti formant l'opposition officielle. Monsieur le député Denis Ligan, vous désirez prendre la parole? Oui. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, bonjour. Un plaisir de vous revoir. Juste à dire et à déclarer que j'étais membre de la Commission des partenaires du marché du travail pendant 4 ans. Donc, la dernière fois, pendant les discussions de projet de loi 9, j'ai oublié de le mentionner. Donc là, aujourd'hui, je le mentionne. Merci pour votre excellent travail. Je reconnais les chiffres, surtout les chiffres de la page 4 que je me rappelle, on était en réunion et je les ai devant moi. Mais je veux juste que vous me rassurez un peu. Quand on voit 22%, en bas de page, il y a 50 000. Est-ce qu'on tient compte de taux de rétention? Bien, en fait, les hypothèses sur lesquelles reposent les chiffres qui sont présentés dans la liste des 500 professions, parce qu'en fait, c'est un document là, qui est public, hein. Donc, tient compte... Je ne parle pas des professions, je parle du seuil de la future population. Oui, mais c'est dans le même document. Okay, c'est pour ça que j'y ai référé. Là, je suis désolée, ce n'était pas précis, mais c'est là qu'on retrouve l'analyse qui est citée dans le document. Il y a différentes hypothèses qui sont sous-jacentes pour arriver à ce nombre-là. Et l'information qu'on a sur le taux de roulement, c'est une information, à mon avis, qu'on doit bonifier. Le taux de rétention des immigrants, combien on garde, combien nous quittent après être arrivés ici. Donc, c'est des informations. Donc, il y a des hypothèses que les économistes Emploi Québec ont mis derrière les chiffres. Et vous savez, cette liste-là et les chiffres derrière, donc le 1,4 million avec les hypothèses de qui pourra combler en termes de groupe les besoins qu'on a. On est
est en train de la mettre à jour actuellement. Et on est dans un processus où, comme je le disais dans le mémoire que je vous le suggérais, on a souhaité améliorer notre façon de s'y prendre. Donc, on est en train de revoir les chiffres. Là. Mon intention, vraiment, c'est pas vous ramener dans un débat de chiffres parce que je sais comment ça marche. Et vraiment, loin de là, de vous faire dire, écoutez, ce qu'ils font... une bonne planification de 43 où on doit aller chercher 60 000. Vous êtes très, très à l'aise de refléter les points de vue très diversifiés autour de votre table. Mais moi, je vais vous ramener à votre domaine d'expertise. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. On dit que la pénurie est exagérée. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? La pénurie de main-d'œuvre au Québec est exagérée. Bien, en fait, c'est comme n'importe quel phénomène. Elle s'exprime de façon différente, dépendamment des secteurs, des régions, des professions puis des métiers. Donc, je ne sais pas à qui vous référez dans le fait d'affirmer qu'elle est exagérée. Je pense que c'est un phénomène réel et tangible que vivent nos entreprises à travers le Québec, puis que vivent aussi notre main-d'œuvre, parce qu'on entend aussi l'impact sur la main-d'œuvre qui doit prolonger ses heures, donc des enjeux de pénibilité au travail qui sont en train de s'installer dans les milieux de travail du fait de la situation. Donc, je pense que c'est réel. Ensuite, il y a des degrés, il y a des niveaux, et c'est là que je dis que c'est important pour bien accompagner le Québec dans cette transition-là, de raffiner notre compréhension. Excellent. Et c'est là où vous avez dressé une liste de professions et vous avez dit qu'à moyen terme, pour la période allant jusqu'à 2021, la grande majorité des professions. Et là, c'est là où moi je vois le signal d'alarme, au-delà du débat sur les chiffres. 387 sur 500 professions seront en équilibre et offriront ainsi de bonnes perspectives d'emploi aux personnes à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que je dois retenir de ça? Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'exercice qu'on est en train de faire, on va devoir préciser la situation pour ces 387 métiers et professions. Il va falloir être plus spécifique, il va falloir avoir un spectre de qualification qui soit plus précis. Et l'idéal, je ne sais pas si on pourra s'y rendre, mais je le propose dans le mémoire, c'est qu'on puisse à terme quantifier l'écart entre l'offre et la demande pour les métiers et professions par région. Donc, c'est des modèles qui existent déjà. Dans le secteur de la construction, on a un modèle quantifié des écarts entre l'offre et la demande. Donc, c'est possible d'avancer. D'ailleurs, les comités sectoriels ont contribué cette année à la façon de générer l'information dans un processus où ils ont été davantage sollicités. Et ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, c'est aussi les causes de ces déficits ou non-déficits, parce qu'on comprend que les causes qui peuvent s'exprimer, par exemple, dans les difficultés de recrutement, sont pas toujours liées nécessairement au fait qu'on sort pas assez de finissants. On peut avoir assez de finissants dans un domaine, mais on va avoir des enjeux de recrutement pour différentes raisons qu'on est en train d'essayer de documenter pour mieux comprendre. Ma dernière question, c'est concernant les salaires. On entend ces derniers jours dire, écoutez, les entreprises qui payent 12 pièces, 15 pièces, c'est normal. C'est comme c'est un fait, on doit l'accepter, ne doivent plus payer 12 $, 15 $. C'est quoi la moyenne salariale de cette pénurie? Donc, les demandes que vous recevez, parce que je sais que vous avez des projets, que vous encouragez les entreprises à aller chercher la main-d'œuvre et de les accompagner. Quand on sollicite votre aide au niveau de la CPMT, c'est quoi la soumission des salaires que vous recevez en moyenne? Bien, en fait, vous savez, parmi les 29 comités sectoriels, hier, je parlais avec la dirigeante de Technocompétences qui s'occupe du secteur des technologies, qui me disait que, bon an, mal an, on a 5 200 postes à combler, puis on a seulement 4 000 finissants. Donc, nécessairement, on a des écarts en ce moment qu'il faut qu'on arrive à combler autrement. Donc, c'est pour vous dire que dans l'enjeu de rareté qu'on vit et dans la pertinence d'avoir des leviers efficaces en immigration, on est dans des besoins qui couvrent large, c'est-à-dire on a des enjeux à trouver des gens en sciences de données, comme on a des enjeux à trouver des gens dans le secteur du tourisme et du détail qui font partie de la vitalité du Québec. C'est excellent et je pense que vous êtes l'un des rares organismes qui est capable de parler avec des faits et des chiffres. Ma question très directe, la moyenne, l'intervalle de salaire que vous avez vu depuis votre début l'année dernière,
Avez-vous une idée sur la moyenne salariale? Est-ce qu'on vous sollicite pour du $10 l'heure, du $12 l'heure ou du $40, $50 l'heure? En fait, c'est une bonne question, Madame la Présidente, mais je vais devoir la prendre en délibéré. Okay. On aurait peut-être dû se poser la question, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Merci de nous le proposer parce que vraiment, ça m'intéresse de voir, de recevoir. Si les membres de la Commission souhaitent recevoir la réponse, les projets que vous financez au nom de la CPMT, oui. La moyenne salariale, et si vous avez des exemples, je suis vraiment très intéressé à recevoir cette information. Merci, Mme Murray. Très bien. Je la parole à ma collègue. Alors, nous prenons note et nous verrons comment vous transmettre l'information lorsque nous la recevrons. Merci. Madame la députée de Fabre, vous avez 3 minutes 20. Mon Dieu, c'est très bien. Merci, bienvenue. Alors, je vais essayer quand même de faire rapidement parce que j'ai plusieurs questions. Merci pour votre mémoire. Je veux revenir sur le FDR-CMO, le Fonds de développement de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, parce que pour moi, c'est une solution intéressante pour la francisation en entreprise. Moi, j'ai présidé longtemps le Conseil régional des partenaires du marché du travail dans ma région et on en a fait une priorité parce que c'est une décision évidemment régionale d'attribuer ce fonds à différents axes du développement des compétences. Est-ce qu'il n'y a pas lieu pour la Commission de jouer un rôle aviseur ou un rôle de soutien aux régions qui se retrouvent devant cette nouvelle réalité d'accueil des personnes immigrantes, à favoriser que le FDR-CMO soit appliqué de façon plus importante à la francisation en entreprise? Bien, certainement que le FDR-CMO peut être un levier pour les régions. D'ailleurs, on a des projets pilotes qu'on a financés, pas nécessairement pour la francisation d'entreprise, mais c'est pour dire que certainement que ça peut être un lieu d'expérimentation parce que vous savez, la formation en entreprise, la francisation d'entreprise, on doit aussi mieux comprendre comment on peut s'y prendre dans les différentes formules pour réussir à bien accompagner les personnes et les entreprises. Tout à l'heure, les manufacturiers exportateurs, vous l'exprimez, il y a une difficulté en ce moment et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle du fait qu'on est dans le plein emploi et qu'on a de la difficulté à dégager les gens. Il faut qu'on trouve des façons innovantes de s'y prendre. Donc, les régions peuvent miser sur le fonds. Elles ont la possibilité de venir chercher un appui financier pour expérimenter, puis par la suite, obtenir un financement pour la francisation. Merci. Une question, un élément qui n'a pas été abordé jusqu'à maintenant. On parle de compétences, bien sûr, pour faire face aux besoins du marché du travail. On n'a pas parlé des compétences des accompagnateurs de ces personnes. Et quand je fais le tour du Québec, il n'y a pas de formation au niveau du bac. Il n'y a aucun bac pour l'accompagnement des personnes immigrantes au Québec qui existe. Alors, il y a des cours au niveau du bac en travail social, maîtrise en médiation. Il n'y a rien qui existe, alors qu'au niveau de l'employabilité, il y a des bacs en carriérologie. Est-ce que vous avez un rôle stratégique à la Commission des partenaires? Est-ce que vous avez adressé cette réflexion? Il reste 1 minute au bloc d'échange. Vous voyez dans les différents programmes qui sont nés dans les dernières années, on a beaucoup favorisé l'apprentissage en entreprise. Donc, on a fait développer par le Cégep, on a financé le développement par les Cégeps d'une formation de formateurs. Donc, ça me fait beaucoup penser à ce que vous suggérez, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on a une expertise au Québec au sein de nos organismes communautaires dans l'accompagnement des personnes immigrantes et certainement qu'on peut continuer de construire sur cette expertise-là. Mais il faudrait voir, peut-être qu'il y aurait lieu, d'ailleurs, dans les nouveaux programmes qui sont lancés pour le fonds, on va accepter désormais de financer la formation des équipes de travail et des gestionnaires dans l'accompagnement des groupes sous-représentés en entreprise, dont les immigrants. Donc, on a élargi le spectre des activités qu'on peut soutenir pour favoriser le succès de l'intégration, sachant que même s'il n'y a pas de bac, on sait les facteurs de succès d'intégration dans les milieux de travail, puis il faut impliquer le milieu de travail pour accueillir ces groupes-là. Ça conclut le bloc. Merci. Maintenant, nous sommes rendus au bloc d'échange avec le parti formant la deuxième opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, la parole est à vous. Merci. Madame Mouret, Madame Houpert, merci d'être ici avec nous. J'avais hâte de vous entendre parce que du point de vue très particulier dans lequel nous nous plaçons, on a l'impression que l'immigration, c'est une politique de main-d'œuvre, alors que c'est un élément d'une politique de la main-d'œuvre. J'avais hâte de voir votre point de vue qui est plus global, disons.
Écoutez, j'ai très peu de temps. Je vais aller à ce qui me paraît l'essentiel, quelque chose qui n'a pas été beaucoup nommé lors de ces auditions. C'est la question, vous faites mention de la question de comment quantifier, finalement. Des fois, ça a l'air, nos discussions, la question des cibles ont l'air un peu c'est une question ésotérique dans le sens des mystérieux. 60 000, 55 000, 49 000, sur quoi se base-t-on? Mr. Eboul de Gomme, vous dites qu'il est actuellement impossible de savoir, et je vous cite, de savoir même de façon approximative les besoins de main-d'œuvre quantitatifs pour les professions les plus en demande, tant pour l'ensemble du Québec que par région administrative. Et vous avez une recommandation de doter le Québec d'une vue partagée évolutive d'indicateurs socio-économiques et des coefficients régionaux. Je vais vous poser une question qui peut paraître... est-ce que nous sommes en train de discuter dans le vide concernant les cibles des migrations? Je vais aller à l'extrême, là. Non, non. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je pense que quand même, on a beaucoup amélioré les outils disponibles pour le Québec pour avoir une vue sur les besoins de main-d'œuvre et être capable de formuler des hypothèses. Évidemment qu'il faudrait qu'on devienne meilleur, puis qu'on soit plus prédictif, puis qu'on mette au jeu de façon transparente, je pense, les hypothèses qui sous-tendent nos estimations, puis notre façon de l'évaluer. Mais je pense pas qu'en ce moment, on parle dans le vide. Je pense que le Québec s'est doté d'outils qui lui permettent de faire une proposition à la population. Puis vous savez, je le dis, on le dit aussi dans le mémoire, l'aspect quantitatif est important, mais on est encore à des écarts de double de taux de chômage pour les personnes immigrantes qui sont au Québec depuis moins de 5 ans. Donc, on a de l'espace pour s'améliorer. Donc, c'est une chose d'avoir des cibles et de vouloir être précis. Je pense qu'il faut continuer de le viser, mais en même temps, à la Commission, je l'ai dit, ce qui est très important, c'est de aussi se mesurer et être au clair sur nos indicateurs de succès en termes d'accueil et d'intégration. Et là, on a des améliorations, puis il y a des gestes qui sont posés en ce moment, je pense, pour qu'on y remédie. Il reste quelques secondes au bloc d'échange. Il reste quelques secondes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous sommes rendus au bloc d'échange avec le groupe formant le 3e parti d'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va aller assez rondement parce qu'on s'est préparé la même question, étant donné que vous êtes en partenariat avec le gouvernement sur la méthodologie derrière le calcul du seuil, du 40 000, le fameux 40 000. Mais bon, je pense que vous y aviez bien répondu là. L'orientation, vous parlez d'une orientation ou d'une recommandation plutôt pour faciliter le recrutement à l'étranger par les employeurs. Pouvez-vous me détailler un petit peu ou aller plus en... En fait, ce qu'on a compris de l'orientation du gouvernement, c'est d'appuyer les régions, les entreprises dans les régions pour le recrutement. On pense que c'est un besoin, on le voit bien, là, que les entreprises sont à la demande auprès de leur municipalité, auprès de différents joueurs pour trouver des façons, juste pour elles, de s'approprier une compréhension de bon niveau des règles. Donc, c'est certain qu'on voit positivement le fait de vouloir les accompagner dans ce recrutement international-là. Puis on le dit, tous les leviers doivent être à la disponibilité en ce moment. Et le fait de recruter des travailleurs étrangers temporaires est la seule façon qu'on a d'assurer le lien avec la région pour l'instant, avec un emploi régional. Sinon, c'est volontaire. Donc, on pense que c'est important de pouvoir les soutenir et de bien coordonner cet exercice-là parce que, en fait, on ne veut pas que des entreprises se retrouvent dans une situation où elles vont recruter sans avoir bien compris les conditions, puis finalement, elles n'atteignent pas leur objectif en bout de piste. Donc, l'idéal, ce serait d'implanter un parcours aussi pour d'accompagnement pour les employeurs le plus rapidement possible. Bien, en fait, je pense que ce qu'on comprend de l'orientation du gouvernement, c'est qu'on souhaite avoir une meilleure coordination puis une meilleure stratégie d'accompagnement. Donc, effectivement, on est d'accord avec ça. Merci. Oui. Merci. 45 secondes. Non? Merci. Bien, je vous remercie, Mme Murray et Mme Houpert, pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends momentanément les travaux pour permettre au prochain groupe de prendre place.